Au début de l'automne 1929, deux femmes Sénéca de la réserve indienne de Cattaraugus, dans l'État de New York, décidèrent de se livrer à une séance de spiritisme dans l'espoir d'obtenir des réponses à certaines questions qui les tourmentaient. Nancy Bowen, une guérisseuse traditionnelle de 66 ans, s'assit devant la planche Ouija qu'elle avait installée sur la table de sa cuisine, puis Lila Jimerson, une institutrice de 36 ans, qui travaillait à l'école de la réserve, prit place en face d'elle. Elle voulait découvrir la cause de la mort récente de Sassafra Charlie, le mari de Nancy, qui était guérisseur lui aussi et qui avait perdu la vie dans des circonstances douteuses. Au cours de l'été précédent, le vieil homme avait acquis la certitude absolue que des fantômes infestaient sa cabane. Une nuit de septembre, armé d'un sac de raclures de bois de cerisier et de quelques incantations, il était sorti dans la forêt pour combattre les esprits. Il n'en était jamais revenu. Nancy demanda à parler à l'esprit de Charlie à plusieurs reprises, sans que rien ne se produise. Puis, la planchette se mit à bouger, et, se traînant de lettre en lettre, elle écrivit « Ils m'ont tué ». La pauvre femme, qui était persuadée de parler à son défunt mari, lui demanda le nom de son meurtrier, et il lui répondit « Clotilde ». Il lui donna son adresse, rue Riley à Buffalo. Puis il commença à la décrire physiquement, soulignant ses cheveux courts coupés au carré et ses dents manquantes. Lila expliqua alors à son amie que par une étrange coïncidence, elle connaissait justement une femme qui portait ce prénom bizarre, Clotilde, l'épouse d'un artiste parisien de 53 ans, Henri Marchand, un ancien élève de Rodin qui était célèbre pour ses dioramas sur la vie des Iroquois et qui travaillait pour le musée des sciences de Buffalo. Elle rajouta qu'elle avait déjà été invitée chez le sculpteur, qu'elle avait rencontré une dizaine d'années auparavant et pour qui elle posait parfois, et que l'adresse donnée par le Ouija correspondait exactement à celle de la maison qu'il occupait avec sa femme, une artiste peintre reconnue et leurs 4 enfants. Nancy en fut troublée, mais pas convaincue. Au cours des jours suivants, elle commença à recevoir des lettres d'une certaine Madame Doulet. Dans ces lettres, qui étaient toutes manuscrites et rédigées en anglais, sa mystérieuse correspondante lui expliquait que Clotilde Marchand était une sorcière et qu'elle avait ensorcelé et assassiné son mari par jalousie, en utilisant une poupée vaudou. Je connais un secret. J'ai décidé que je ferais mieux de vous le dire et de vous aider, ce que je peux faire. Voilà ce que je sais. Charlie Bowen a été tué par une sorcière dans cette ville de Buffalo, par une Française. Elle a tué Charlie parce qu'il vendait de la bonne médecine aux gens de la ville. Sa sorcellerie à elle ne fonctionnait pas aussi bien. Alors, elle a décidé de le tuer. Elle a dit qu'elle avait fait une poupée de chiffon de Charlie, qu'elle l'avait posée dans un plat en verre rempli de sang de bœuf, et qu'elle avait versé de l'huile verte dessus. Alors, il a commencé à pourrir, et il est mort. Elle tue beaucoup de cette façon, les Indiens et les Blancs. Mais permettez-moi de vous en dire plus. Elle a dit qu'elle était en train de fabriquer une autre poupée, la même, et que cette poupée était celle de sa femme. D'autres lettres suivirent,
Elle donnait des avertissements décousus sur la tragédie qui allait forcément se produire si Clotilde était autorisée à vivre, et des instructions détaillées sur la façon de débusquer et de tuer ce genre de sorcière. Nancy, qui avait déjà été perturbée par les révélations de la planche Ouija, commença alors à douter. Peut-être Clotilde avait-elle véritablement assassiné son mari, et envisageait-elle de la tuer aussi? Elle pensait tout à fait possible que la Française soit une sorcière, d'autant plus qu'elle était connue pour amasser des champignons dans la forêt, ce qui était peut-être une pratique courante en Europe, mais bizarre pour les indigènes. La guérisseuse se méfiait grandement des champignons, qu'elle qualifiait d'étranges légumes infernaux. Cependant, elle n'était pas sûre de la culpabilité de Clotilde, et en l'absence de certitude, elle choisit de ne rien faire. Elle continua à hésiter jusqu'à ce que l'une de ses poules devienne soudainement folle. Le malheureux volatile se précipita contre le poulailler en grognant sauvagement avant de s'effondrer sur le sol, raide mort. Lila y vit alors le signe qu'un sortilège était en travail, et Nancy finit par se laisser convaincre. Elle demanda conseil aux hommes médecine, qui lui dirent que le sort pourrait être brisé si elle mélangeait ensemble de la purée de pommes de terre, de la saucisse de sang et un gâteau au chocolat. Malheureusement, Nancy s'y connaissait en sorcellerie, et elle savait que la recette serait inefficace. Les sorcières françaises sont les plus puissantes de toutes, déclara-t-elle par la suite. Elle était maintenant persuadée de la nécessité de mettre définitivement fin aux agissements de Clotilde. Et si parfois elle l'oubliait, Lila se chargeait de le lui rappeler. Pendant plus de 6 mois, elles tentèrent de terrasser l'abominable créature en utilisant la magie traditionnelle iroquoise. Mais les plus puissants sortilèges semblaient sans effet sur elle, et les 2 femmes durent se résoudre à agir différemment. Le 7 mars 1930, après une marche de 8 kilomètres, Nancy et Lila prirent le tramway pour Buffalo. Nancy transportait dans son sac une bouteille de chloroforme que son amie s'était procurée dans un village près de la réserve, et une petite boule de papier froissé. En arrivant en ville, Lila acheta un marteau à 10 cents dans un magasin de l'avenue Jefferson. Puis elle accompagna Nancy jusqu'à la maison de la sorcière, et les 2 femmes se séparèrent. Lila appela ensuite Henri, qui était en train de travailler. D'une borne téléphonique, elle lui demanda de l'emmener faire un tour en voiture, ce à quoi il consentit. Ils roulèrent pendant presque 1 heure, puis Lila prétendit avoir rendez-vous avec une amie, et Henri la déposa en ville. Pendant qu'ils roulaient sur les petites routes aux alentours de Buffalo, Nancy frappa à la porte de la maison des marchands. Clotilde lui ouvrit la porte, et comme elle l'avait déjà aperçue en compagnie de Lola, elle l'invita à rentrer. La vieille dame fit prudemment quelques pas dans le hall, et la regardant bizarrement, elle lui demanda dans un pauvre anglais: « Vous, sorcière ?» Clotilde resta un moment sans rien dire, puis elle se mit à rire et lui répondit que oui. Nancy ne fit aucun commentaire. Elle sortit rapidement un marteau de son sac et elle commença à la frapper à la tête, encore et encore. Ceci étant fait, elle lui bourra le fond de la gorge de papier imbibé de chloroforme. Puis, elle ressortit tranquillement de la maison par la porte d'entrée. Vers 15h30, Lila et Nancy se retrouvèrent sur l'avenue Jefferson comme convenu, et elles retournèrent à Gatagorus. 1 heure plus tard,
Henry Junior, un jeune garçon de 12 ans, découvrit le corps de sa mère en rentrant de l'école. Elle gisait au pied des escaliers, sous un lourd cabinet qui contient un haut-parleur de radio. Le coin de la pièce était éclaboussé de sang. Une lampe électrique avait été brisée. Les vestiges d'un vase posé dans le cabinet étaient éparpillés partout sur le plancher. Horrifié, le garçon courut jusqu'au musée des sciences pour prévenir son père et son frère Paul. Dès qu'il apprit la nouvelle, Henry Marchand se précipita chez lui, puis il téléphona à l'hôpital voisin pour réclamer un médecin. À force d'insistance, il réussit à en faire venir un, lequel déclara, après examen, que sa femme était morte depuis environ 2 heures. Quelques minutes plus tard, 3 policiers, dont 2 inspecteurs, se présentèrent à sa porte. Aucun indice ne fut découvert, à part une boule de papier imbibée de chloroforme dans la bouche de la victime. D'après le médecin légiste, Clotilde Marchand était toujours en vie au moment où le meurtrier la lui avait enfoncée au fond de la gorge. Le corps était si sévèrement lacéré que l'acte d'un déséquilibré fut tout d'abord envisagé. Mais un voisin alla spontanément trouver la police, et il signala avoir vu 2 indiennes aller et venir dans la rue juste avant le drame. Elles s'arrêtaient à chaque fois qu'elle passait devant la maison, comme si elle la surveillait. Intrigués, les enquêteurs demandèrent à Henry Marchand si des indigènes avaient une raison quelconque de vouloir nuire à sa femme. Et il reconnut immédiatement Lila Jimerson dans la description des 2 rôdeuses. Il leur indiqua où la trouver, leur donnant spontanément l'adresse de la maison de son père. Elle fut arrêtée le jour même à 22 heures. Dès son arrivée au poste de police, Lila parla de Nancy Bowen et de son rôle dans l'affaire. La vieille guérisseuse fut interpellée le lendemain matin dans la réserve. Des lambeaux de vêtements ensanglantés et des morceaux de verre de lunettes appartenant à la victime furent retrouvés chez elle. Mais personne ne sut jamais pourquoi elle les avait emportés. Lors de l'enquête, il apparut que le sculpteur se rendait depuis 10 ans dans la réserve des Cattaraugus pour travailler sur les dioramas que lui avait commandé le musée de l'État de New York, à Albany, et le musée des sciences de Buffalo. À plusieurs reprises, il avait représenté Lila, la poitrine nue, dans des scènes de la vie courante de son village iroquois. Les enquêteurs en conclurent qu'elle était tombée amoureuse de lui, lors des séances de pose, et qu'elle avait décidé de tuer sa femme dans l'espoir de l'épouser. Lila leur avait expliqué qu'elle se trouvait dans la voiture de Monsieur Marchand au moment du meurtre. Mais quand la question lui fut posée, Henry répondit dédaigneusement qu'il avait accepté de l'emmener car les Indiens aiment à faire des promenades en automobile. Il jura qu'elle n'était rien de plus qu'une connaissance pour lui. Et sa parole suffit au procureur Guy Moore. Outrés, les parents de Lila le traitèrent de menteur, et ils montrèrent aux journalistes le paquet de lettres d'amour qu'il avait écrites à leur fille lors de leur longue liaison. La police déclara à la presse que Lila Jimerson éprouvait des sentiments non réciproques pour Henry Marchand, et qu'elle avait poussé son amie, une femme naïve, à commettre le crime pour pouvoir vivre librement sa passion. L'histoire de la planche Ouija fit sensation dans les journaux, qui qualifièrent les 2 femmes de squaws sauvages et crédules, prétendant qu'il était impossible de les différencier, tant dans leur manière que dans leurs vêtements.
des primitifs d'autrefois. Ils soulignèrent leur accent prononcé, décrivant Nancy comme une sorcière sinistre, voûtée et desséchée, et Lila comme une femme blême, édentée, à la poitrine plate et aux cheveux hirsutes. Le veuf, Henri Marchand, était présenté comme une victime, et un journaliste prétendait même que le sculpteur n'avait jamais été au courant des féroces passions autochtones qu'il avait suscitées. Les articles étaient tous teintés d'insultes racistes, et ils critiquaient autant le peuple iroquois que les deux femmes. Interviewée en prison, Lila expliqua aux journalistes que leur liaison avait commencé en 1922, lors d'une promenade en automobile, et que beaucoup d'autres rencontres avaient suivi. Marchand aimait à jouer à l'amant des cavernes avec une jeune fille indienne primitive, écrivit alors l'un des reporters. Le procureur Moore poursuivit Nancy Broen et Lila Jimerson pour meurtre, accélérant tellement la procédure que la défense se mit à craindre un lynchage légal. La sélection des membres du jury commença 17 jours après l'assassinat. Lors du procès, Nancy Broen affirma que des forces surnaturelles l'avaient contrainte à tuer Clotilde, qu'elle avait tout d'abord essayé la magie traditionnelle iroquoise, mais que toutes ses tentatives avaient échoué et qu'elle avait dû se résoudre à utiliser un marteau et du chloroforme pour s'en débarrasser. La véritable attraction fut cependant Henri Marchand. Il admit que Lola Jimerson était l'une de ses nombreuses maîtresses, trop pour les compter, parmi lesquelles se trouvait un certain nombre d'indigènes. Il expliqua à l'assistance sidérée qu'il se devait de séduire les femmes indiennes. Il considérait même cela comme une obligation professionnelle, car il les rendait ainsi plus disposés à poser seins nus pour ses modélisations de dioramas. Il rajouta que sa femme savait tout de son mode de vie et qu'elle y avait librement consenti. Ces propos, jugés arrogants par la plupart des membres du jury et des journalistes, créèrent un scandale. L'avocat de Lila Jimerson présenta sa cliente comme une victime de la jalousie, et il qualifia son crime de passionnel. Celui de Nancy Bowen prétendit qu'elle n'avait été qu'un simple pion dans le jeu sinistre de sa machiavélique amie. Il souligna qu'elle avait été vue en train de pratiquer de la magie iroquoise et de chasser les mauvais esprits avec des armes traditionnelles, et qu'elle n'avait pas pleinement conscience de la gravité de ses actes. Le mardi 1er avril, Lila, qui avait été surnommée Lila la rouge des Cayucas par les médias, s'effondra dans la salle d'audience, victime d'un malaise dû à la tuberculose. L'hôpital déclara que son état n'était pas grave et qu'elle pouvait assister aux séances. Mais comme le procès tournait en faveur des deux femmes et que certains s'en trouvaient contrariés, le juge Thorne dénonça un vice de forme et il déchargea les membres du jury. Les parents de Lila et les chefs iroquois protestèrent vigoureusement, mais le juge maintint sa décision. Un an plus tard, en mars 1931, Lila Jimerson et Nancy Bowen furent jugées séparément. Lors de sa comparution, Lila avoua avoir eu une aventure avec Henri Marchand, mais elle nia avoir tué Clotilde ou poussé Nancy à le faire. Et elle accusa son ancien amant d'avoir cherché à louer les services d'Iroquois pour se débarrasser de sa femme, car il était, prétendait-il, fatigué d'elle. Henri Marchand, qui avait déménagé à Albany et qui s'était marié avec une jeune fille de 18 ans, la sœur de sa défunte femme,
se garda bien d'assister au procès, et il eut raison de s'en tenir éloigné, car tous les membres du jury le pensaient responsable de la tragédie. Lila fut acquittée en une après-midi. Une semaine plus tard, Nancy plaida coupable de meurtre au second degré, et elle fut condamnée au temps qu'elle avait déjà passé en prison. Le retour des deux femmes à Cattaraugus représenta une incroyable victoire pour la défense iroquoise, qui avait dû faire face à une cour blanche et hostile. Lila Jimerson finit par épouser un homme de la région, et elle vécut une longue vie à Pearisburg, près de son ancienne réserve. Elle mourut en 1972.